Hi everyone and welcome. I am joined today by Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Cyrus Jansen, consultant en affaires internationales et analyste sur la Chine, qui a vécu 10 ans en Chine et parle couramment le chinois. Il fait un travail vraiment excellent. Je ne saurais trop le recommander et je laisserai les détails de sa propre chaîne dans la description. Alors, Cyrus, c'est bon de te revoir. So Cyrus, it's good to see you again. Ravi de vous voir aussi, Glenn. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Well, I've been following your work a lot lately and Eh bien, j'ai beaucoup suivi votre travail ces derniers temps et je trouve vos analyses sur la Chine absolument fascinantes. J'ai beaucoup de questions à vous poser, car l'une des choses essentielles est que, à mesure que la Chine devient plus forte et de plus en plus puissante, la tendance ici en Occident semble être de devenir plus hostile envers la Chine, ce qui se manifeste également par la construction de ces récits très défavorables sur la Chine. Une préoccupation majeure est souvent que nous pourrions finir par nous leurrer, en peignant un tableau de la Chine qui n'existe pas réellement. D'après votre expérience, en tant qu'Américain qui a vécu là-bas si longtemps et parle la langue, quelles sont certaines des principales idées fausses et qu'est-ce que les gens ne comprennent pas à propos de la Chine et de son essor économique également? What do people misunderstand about China and its economic rise as well? Yeah, that's a great question, Glenn. So I think the first thing I Oui, always want c'est people une to excellente question, Glenn. is that Donc, je pense que la première chose que je veux toujours que les gens comprennent, c'est que même aujourd'hui, en 2023, la perception des gens sur la Chine est encore bloquée, quelque part il y a 30, 40, voire 50 ans. Beaucoup de gens en Occident voient encore la Chine comme un pays très pauvre et sous-développé. Malheureusement, cette image de personnes portant des costumes de Mao Zedong et roulant à vélo est encore très vivante. C'était curieusement le cas en 2007, la première année où je suis allé en Chine. Pourtant, 20 ans plus tard, c'est encore très présent, où les gens pensent « Waouh, c'est comme un pays du tiers-monde, c'est un pays en développement, c'est tellement pauvre ». Et je pense que, lorsque vous commencez réellement à voir ces vidéos de Chine, vous commencez à voir ce que nous avons vu au cours des 12 derniers mois. Surtout maintenant que la Chine a rouvert ses frontières après le Covid et qu'il y a eu une très forte augmentation du tourisme international vers la Chine. Beaucoup de gens réalisent « Wow, c'est très différent de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons lu. » La perception de ce qu'est la Chine dans la culture occidentale est très différente de la réalité et les médias y ont joué un grand rôle. Donc, mon message à tout le monde est toujours de rester curieux. Vous savez, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour visiter la Chine qu'en ce moment. Et si vous le faites, vous découvrirez un pays très différent de tout ce que vous avez entendu. Alors allez-y avec un esprit ouvert. Vivez l'expérience et vous allez probablement passer un bon moment. I was there in Beijing. J'étais à Pékin autour du Nouvel An et j'ai eu l'impression qu'ils me regardaient avec ma carte de crédit comme si j'étais arrivé avec un chéquier ou quelque chose du genre. Ils utilisent tous des codes QR. Oui, mais comment l'économie a-t-elle changé au fil des ans? How has the economy changed over the years? Well, I think what's really interesting is I'll take it back to 2007. Eh bien, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais remonter à 2007, lorsque je suis arrivé en Chine pour la première fois. Et c'était vraiment une année charnière. Le PIB de la Chine a augmenté de 14% cette année-là seulement, ce qui est un chiffre astronomique. Je veux dire, c'est très très grand. Et bien sûr, 2008 a été une année très importante pour la Chine. C'est à ce moment-là que Pékin a accueilli les Jeux olympiques d'été. Et je pense que c'était vraiment la fête de présentation de la Chine. C'était l'occasion pour la Chine de se présenter vraiment sur la scène mondiale et de dire « Regardez, nous sommes là, nous sommes arrivés, et le 21e siècle sera le siècle de l'Asie. Nous allons jouer un rôle très important dans cela. » Et bien sûr, au fil des ans, nous avons vu l'économie chinoise continuer à croître.
years, we've seen China's economy continue to grow, industries, seemingly come out of nowhere. Les industries, vous savez, semblent surgir de nulle part. Un excellent exemple de cela serait l'industrie des véhicules électriques. En 2007, il n'y avait pas de véhicules électriques chinois en jeu. À cette époque, Mercedes, BMW, Audi et des entreprises américaines comme Ford, GM et Buick dominaient les ventes automobiles en Chine. Je me souviens très distinctement qu'à cette époque, il était considéré comme prestigieux pour les Chinois d'acheter ces marques étrangères. Ils économisaient de l'argent, car ils ne financent généralement pas les choses en Chine. Vous payez généralement en espèces. Il n'est donc pas rare de venir avec une grande quantité d'argent, comme un sac de sport plein d'argent, et de payer pour une voiture Buick, parce que la Buick est américaine, et vous vouliez être vu avec cette voiture américaine. Et c'est donc exactement ce que c'était en 2007. Et maintenant, au cours des 18 dernières années environ, vous avez vu de nombreuses industries émerger où la Chine domine vraiment. Donc, encore une fois, en revenant à l'industrie automobile, maintenant sur les routes en Chine, plus de 50% des voitures sont des véhicules électriques. La grande majorité d'entre elles étant des marques chinoises. Tesla est évidemment important en Chine, et il y a toujours une présence, mais il y a des dizaines et des dizaines de marques de VE très haut de gamme et élitistes. Nous avons vu un revirement complet du consommateur chinois, où il y a 18 ans, personne ne voudrait d'une voiture chinoise. Maintenant, tout le monde dit « Wow, la technologie chinoise est si avancée. Nous voulons en avoir une part. » Et nous en sommes très fiers. Achetons en Chine, fabriqués en Chine. Nous voulons utiliser des marques chinoises. Un autre excellent exemple est Hisense, qui est l'une des marques de téléviseurs à la croissance la plus rapide. Même aux États-Unis, par exemple, ils ont une part de marché très importante parce qu'ils développent des téléviseurs incroyables à un prix incroyable. Ils sont capables de rivaliser avec les Sony, les Panasonic et certainement avec n'importe quelle marque américaine ou européenne. Donc je pense que l'économie chinoise évolue toujours. Nous entendons beaucoup en ce moment dans les médias occidentaux que l'économie chinoise est en lambeaux, qu'elle décline. Elle est toujours projetée à croître de 5%, ce qui est encore un très bon pourcentage compte tenu de sa taille. L'économie de la Chine en 2025 est bien plus grande qu'elle ne l'était en 2007, lorsqu'elle était capable de croître à 2 chiffres. 18 ans plus tard, cette économie a tellement grandi que la croissance à 2 chiffres n'est vraiment plus envisageable. L'économie est maintenant trop vaste, mais je pense toujours qu'il y a de nombreuses opportunités dans des domaines comme l'intelligence artificielle. Encore une fois, la Chine est très en avance dans ce domaine, ainsi que dans les énergies renouvelables. Donc je dirais que l'économie de la Chine a évolué, et c'est une bonne chose pour l'économie, car la Chine, en tant que pays, a également évolué. Ce n'est plus le même pays en développement qu'il était lorsque je m'y suis rendu pour la première fois il y a près de 20 ans. Parce que nous parlons souvent encore de la Chine qui rattrape et copie nos technologies, eh bien, principalement les technologies américaines, il y a quelque chose de très différent que nous voyons maintenant. Et c'est aussi la rapidité des choses. Comme vous l'avez mentionné, il y a seulement quelques années, je pense qu'Elon Musk se moquait de l'idée de la Chine avec les voitures électriques. Mais maintenant, bien sûr, les véhicules électriques venant de Chine sont si puissants et si compétitifs que nous devons, au moins en Europe, essayer de les arrêter avec des tarifs douaniers. Et encore une fois, je pense que c'est aussi un problème pour les États-Unis, que la capacité à concurrencer semble s'échapper. Ils sont simplement beaucoup plus compétitifs. Comment voyez-vous cela? Car vous avez mentionné que l'économie mûrit maintenant, donc ils ne peuvent pas se développer de la même manière qu'avant.
Mais beaucoup de technologies sont assez intéressantes parce qu'une fois qu'ils développent ces voitures électriques et autonomes, ce sont en grande partie les mêmes technologies que vous utiliseriez en robotique avec les capteurs et tout cela. Vous pouvez déjà voir la compétitivité se diversifier. Comment voyez-vous où l'économie chinoise se dirigera, je suppose, dans 5 à 10 ans? Quels sont les principaux obstacles et quelles sont également les principales opportunités? Oui, excellente question. Je veux souligner rapidement un point que vous avez mentionné. Vous avez dit que pendant de nombreuses années, les entreprises occidentales ou les gouvernements occidentaux, principalement les États-Unis, étaient très inquiets que la Chine vole la technologie américaine. Nous avons en fait vu l'exact opposé se produire maintenant. C'est une histoire fascinante qui a été partagée dans le Financial Times, où BYD, désormais la première marque automobile au monde, a dépassé Tesla en termes de nombre de voitures qu'ils produisent chaque année. Eh bien, BYD vient d'annoncer qu'ils vont mettre en pause le développement d'une usine au Mexique, par crainte que leur secret technologique ne soit divulgué aux États-Unis. Ils ne veulent pas être aussi proches des États-Unis, parce qu'ils craignent que les États-Unis ne cherchent à accéder à leur technologie avancée. Encore une fois, c'est une chose très intéressante où il y a 20 ans, ce titre serait inconcevable. Personne n'aurait imaginé que les Américains voudraient voler la technologie chinoise. Mais maintenant, la situation s'est inversée, où BYD et ses véhicules électriques chinois mènent l'industrie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que c'est vraiment important de le souligner, parce que ce n'est pas une déclaration politique. Ce n'est pas moi qui essaye de dire « Oh, la Chine est meilleure » ou « Ce gouvernement chinois est incroyable ». Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Regardons simplement les faits. Si vous parlez aux gens de l'industrie automobile, je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner est Jim Farley, qui est le PDG de Ford. Jim Farley, who's the CEO of Ford, he actually went to China and he picked up Il est allé en Chine et a acheté ce SUV Xiaomi et il l'a fait expédier par avion cargo de Shanghai à Detroit. Il conduit personnellement le SUV Xiaomi dans les rues de Detroit. Il a dit « J'adore absolument ce SUV. Je ne veux pas m'en séparer. Je sais que cela peut sembler mauvais que je sois le PDG de Ford, mais ce véhicule électrique chinois est incroyable. » Quand on regarde des histoires comme celle-là, c'est stupéfiant. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable, même d'un point de vue des relations publiques, n'est-ce pas? Idéalement, vous ne voulez pas que le PDG de l'une des entreprises automobiles les plus emblématiques d'Amérique conduise une marque concurrente, sans parler d'une marque chinoise. Pourtant, cela montre à quel point cette technologie est avancée. That just shows you how advanced that technology is. And again, I don't need to, there's nothing political about that statement. Et encore, il n'y a rien de politique dans cette déclaration. Il s'agit simplement de regarder la technologie et d'évaluer objectivement ces automobiles. Et wow, la Chine produit vraiment des technologies avancées. Alors maintenant, pour répondre à votre question, où va la Chine à partir de là? Que va-t-il se passer? Eh bien, ce qui est intéressant en Chine, c'est que pendant de nombreuses années, l'immobilier est devenu une très grande partie de la croissance du PIB. J'ai un peu d'expérience personnelle à ce sujet parce que j'ai acheté un appartement à Shanghai et j'ai pu revendre cet appartement avec un très bon profit environ 6 ans plus tard. Donc, j'ai acheté cet appartement, un appartement de 2 chambres à Shanghai, en 2009. Et vous savez, c'était une époque dont je me souviens très distinctement, où j'avais certains de mes clients qui, vous savez, voulaient acheter un bien immobilier, mais j'étais très inquiet. Je me disais, eh bien, comment va évoluer le marché? Vous savez, est-ce un investissement risqué? Et ils ont dit, Cyrus, tu achètes de l'immobilier à Shanghai. Tu n'as aucune chance de perdre dans cette affaire. Ça ne va que dans une direction. Ça ne va que monter. Et j'ai, vous savez, eu foi en cela, parce qu'en 2009, l'économie était encore en pleine croissance. Et Shanghai étant vraiment, vous savez, la grande ville de pouvoir,
Cela avait beaucoup de sens, n'est-ce pas? Ça va pas vraiment baisser. Et en fait, vous savez, la maison a pris de la valeur très rapidement. Vous savez, a beaucoup apprécié en seulement quelques années. Had a lot of appreciation in just a short number of years. And I ultimately decided to move to Hong Kong. Et j'ai finalement décidé de déménager à Hong Kong. Alors j'ai dit, je pense qu'il est temps de vendre. Beaucoup de gens ont dit, Cyrus, ne vends pas, ça va monter pour toujours. Mais j'ai dit, ne sois pas avide. Tu as gagné de l'argent, vends l'appartement, fais partie de cela. Et donc ce qui s'est passé avec ça, Glenn, c'est que beaucoup de gens ont commencé à spéculer. Et beaucoup de gens, évidemment, la cupidité commence à entrer en jeu. Nous avons vu cela très répandu dans mon pays d'origine, les États-Unis. Vers 2008-2009, n'oublions pas que la crise financière mondiale était vraiment une catastrophe immobilière aux États-Unis, où vous pouviez obtenir des hypothèques à 0%. Vous pouviez acheter une nouvelle maison sans aucun apport. Je veux dire, comment est-ce une bonne politique? No money down. I mean, how is that a good policy? You know, that's absolutely crazy that you could buy a house. C'est absolument fou que vous puissiez acheter une maison sans verser d'acompte. Et vous savez, il y avait des gens qui achetaient 3, 4, 5, 6 maisons avec l'intention que cela augmenterait toujours. Cela augmentera toujours. Ce n'est pas risqué. Cela va toujours augmenter. Et bien sûr, comme nous le savons, chaque marché immobilier dans le monde va à un moment donné subir une correction. Et c'est ce que nous voyons en Chine. Nous voyons que le marché immobilier a baissé et le gouvernement est intervenu. Ils ont dit, écoutez, nous ne voulons pas que les gens spéculent. Nous ne voulons pas que vous achetiez 3, 4, 5 appartements, essayant de les revendre et vous savez, les gardant vides. Vous savez, votre maison devrait être un endroit où vous vivez, et cela devrait être votre résidence. Et donc, nous avons vu ce changement de la part du gouvernement également, disant, écoutez, nous ne voulons pas que vous spéculiez. Nous ne voulons pas que vous fassiez du retournement immobilier. Nous voulons que vous achetiez de l'immobilier pour y vivre, et soyez plus conservateurs à cet égard. Il y a donc eu un changement à ce niveau. Il y a eu un changement dans l'économie chinoise, spécifiquement avec l'immobilier. Nous avons eu quelques promoteurs qui ont vraiment rencontré des problèmes financiers où le gouvernement chinois a dû intervenir et dire « Écoutez, vous grandissez trop vite. » Vous avez beaucoup trop de dettes. Ce n'est pas durable. Vous allez devoir arrêter. Et le gouvernement chinois est intervenu avant que cela ne devienne un peu trop compliqué. Et je pense, vous savez, encore une fois, ce sont tous des problèmes qui surviennent lorsque vous avez le pays le plus peuplé du monde, l'économie à la croissance la plus rapide du monde. Et aussi, vous savez, ce que nous avons vu, Glenn, c'est un changement radical au cours des 40 dernières années. Nous avons eu des centaines de millions de personnes qui sont passées de la classe inférieure à la classe moyenne. Nous avons donc assisté à un grand transfert de richesses. Nous avons vu un grand nombre d'industries naître. Quand je suis de retour en Chine, il y a quelques industries que j'examine en ce moment. Évidemment, l'une d'elles est l'industrie des véhicules électriques, qui est très importante, nous l'avons déjà mentionné. Tout ce qui concerne l'énergie renouvelable, que ce soit les éoliennes ou l'énergie solaire, ce sont des secteurs très importants. Même aussi récemment qu'en 2008 et 2009, les États-Unis avaient une part de marché très importante dans la production de panneaux solaires. Il y a une petite ville dans le Michigan qui, vers 2008, détenait environ 30 à 40% de la fabrication mondiale de panneaux solaires. C'était incroyable. Et c'est comme, waouh, vraiment, le Michigan était en tête. Cela a été réduit pratiquement à zéro maintenant. La Chine détient maintenant environ 98,9% de la part de marché dans cette fabrication. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le faire à moindre coût. Ils peuvent le faire en plus grande quantité et ils peuvent vraiment faire avancer cette industrie avec une meilleure technologie également. Et donc,
Vous savez, l'autre chose est vraiment l'intelligence artificielle. Vous savez, nous avons vu la Chine développer cela de manière considérable. Je pense que ce qui est vraiment fascinant, c'est l'industrie de la robotique. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez brièvement abordé, mais dont peu de gens parlent. C'est le fait de la rapidité avec laquelle la Chine se déplace pour développer ses industries, et cela va révolutionner beaucoup de la fabrication et beaucoup de la production à l'avenir. Et c'est en fait très important pour la Chine, parce que la Chine a une crise démographique. Vous savez, la population de la Chine, si les prévisions restent vraies, va diminuer énormément au cours des 80 prochaines années. D'ici 2100, dans 75 ans, la population de la Chine devrait être d'environ 800 millions. Elle va perdre presque un demi-milliard de personnes au cours des 75 prochaines années, selon les prévisions actuelles. Ainsi, la Chine ne sera pas le pays le plus peuplé du monde. En fait, à l'heure actuelle, elle ne l'est déjà plus. L'Inde a dépassé la Chine à cet égard. Mais vous allez voir la Chine continuer à décliner un peu parce qu'elle a une population très âgée et il n'y aura tout simplement pas autant de travailleurs. Alors, que fait la Chine? Elle anticipe cela et développe l'industrie de la robotique, réalisant que cela va être très important. Nous avons déjà vu cela se concrétiser avec ces usines sombres qui sont maintenant en Chine. Et une usine sombre signifie qu'il n'y a pas de lumière allumée, parce que c'est essentiellement tout robotisé. Vous n'avez pas besoin d'allumer les lumières. Tout peut fonctionner dans le noir, car cela peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque tout est robotisé. Toutes ces voitures sont assemblées par des bras robotiques, et vous avez besoin de très peu de personnes pour être réellement présentes. Nous avons même vu certaines industries, comme l'industrie minière, qui est traditionnellement un travail très dangereux, impliquant des centaines de personnes à des kilomètres sous terre pour extraire du charbon et autres, avec des conditions de travail très difficiles. Eh bien, Huawei a révolutionné toute l'industrie minière en mettant en œuvre la technologie numérique. Aujourd'hui, les mineurs modernes sont assis dans des bureaux climatisés à la surface, utilisant la robotique et des réseaux avancés 5G et 6G pour descendre dans les mines et tout faire par robotique. C'est donc là que je vois l'avenir de la Chine, tout avec la technologie. Et comme vous l'avez dit, vous essayez d'utiliser une carte de crédit à Pékin. C'est dépassé, n'est-ce pas? Personne n'utilise une carte de crédit. Tout se fait par téléphone, tout se fait par WeChat Pay. La Chine est une société sans espèces. Vous allez vraiment en Chine pour voir l'avenir de notre monde. C'est pourquoi j'aime toujours retourner en Chine, car si je veux voir à quoi ressemblera le monde dans 5 à 10 ans, j'irai en Chine, parce qu'ils le vivent déjà. Oui, ils étaient très amicaux. Ils ont essayé dans un café d'offrir d'utiliser de l'argent, et ils étaient si gentils. Ils ont pris l'argent et sont allés au magasin voisin pour voir s'ils avaient effectivement de la monnaie. Mais ils n'en avaient pas. Mais vous avez mentionné une crise financière mondiale. Et c'était une période intéressante, car c'est à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à s'inquiéter davantage de leur dépendance à l'égard de la Chine. Mais aussi que la Chine a commencé à s'inquiéter davantage de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis dans son modèle de croissance. Vous avez vu par la suite, les Chinois commençaient à pousser davantage pour le développement technologique, des politiques industrielles plus agressives, l'initiative de la ceinture et de la route et le lancement de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Encore une fois, en passant par beaucoup de ces nouveaux développements, elle a dépassé le système économique international dirigé par l'Occident et a commencé à prendre plus de leviers de pouvoir. Mais ensuite, nous avons vu sous la première administration Trump les efforts pour, je suppose, freiner la croissance de la Chine.
Du moins dans le passé, nous avions l'habitude de nous référer aux droits de l'homme si nous voulions sanctionner. Mais maintenant, je pense que l'honnêteté commence à s'imposer. Nous disons simplement, vous savez, nous ne pouvons pas vraiment rivaliser. Comment pouvez-vous ralentir les Chinois? Mais comment voyez-vous le développement de cela? Je suppose que vous pouvez appeler cela une guerre économique ou une guerre technologique. Je pense aux efforts pour annuler les puces, exporter les puces vers la Chine. Cela visait à abattre leur principale industrie. Je sais que le chef de Google avait rassuré Washington que cette stratégie fonctionnerait. Évidemment, ce n'était pas le cas. Mais comment voyez-vous cette guerre économique évoluer? Les Chinois ont-ils la capacité de, je suppose, réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis? Et comment cela affectera-t-il les États-Unis? Des questions fantastiques, Glenn. J'aime vraiment cette question parce qu'il y a beaucoup de pensées naïves de la part de nombreux politiciens américains et même d'hommes d'affaires. Vous avez mentionné Eric Schmidt, l'ancien chef de Google, qui a dit dans mon esprit que nous avons 3 ans d'avance sur la Chine en matière d'IA et que cela pourrait tout aussi bien être une éternité. Nous avons cette avance dominante. Essentiellement, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la Chine. Ils ne pourront jamais rattraper leur retard. Vous avez probablement entendu l'histoire de la tortue et du lièvre, où le lapin et la tortue font la course. Et le lapin va sur le côté de la route et dit « Je suis tellement en avance, je vais juste faire une sieste sur le côté de la route et je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cette tortue à l'arrière. » Eh bien, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la Chine n'est pas une tortue. Vous savez, c'est en fait 2 lapins qui se font la course. Et donc, vous savez, ce qui est incroyable à ce sujet, c'est que je trouve très naïf et très ridicule que des gens parient contre l'innovation de la Chine. Encore une fois, vous avez un pays où vous avez 10 fois plus de diplômés en STEM, c'est-à-dire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Vous avez un pays rempli d'ingénieurs et de mathématiciens qui sont littéralement parmi les personnes les plus intelligentes du monde, et beaucoup viennent de Chine. Et je pense que ce qui est vraiment triste à ce sujet, c'est que cela nuit vraiment aux États-Unis de plusieurs manières. Premièrement, comme vous le savez, les États-Unis, mon pays d'origine, sont un pays d'immigrants. Nous accueillons des personnes du monde entier à l'intérieur de nos frontières. Et ce qui est incroyable à propos de la Chine en particulier, et c'est vraiment fascinant, c'est que pendant des décennies, la Chine a perdu ses personnes les plus intelligentes au profit de la politique et des universités du monde entier, plus spécifiquement aux États-Unis, n'est-ce pas? Dans les années 70, 80, 90 et au début des années 2000, tous les esprits les plus brillants de Chine auraient quitté la Chine, seraient venus aux États-Unis, auraient étudié aux États-Unis et se seraient dit « Wow, vous savez quoi? Je vais faire ma carrière ici aux États-Unis. » Malheureusement, avec cette menace chinoise, nous avons eu une initiative, appelée l'initiative Chine, où le gouvernement américain s'est délibérément adressé à toutes les universités et ciblait les universités en fonction de l'ethnicité, n'est-ce pas? Il vous prendrait pour cible. Si vous étiez une personne chinoise, vous seriez une cible. Et nous dirions, « Hey, collaborez-vous avec le gouvernement chinois. » Mais ce qui est triste, c'est que vous avez ces chercheurs qui avaient consacré toute leur carrière aux États-Unis, n'est-ce pas? Ils sont venus. Ils ont été éduqués aux États-Unis. Leurs enfants sont nés aux États-Unis. Ils ont eu leur carrière de 30 ans dans le milieu universitaire en Amérique. Et puis tout d'un coup, leur carrière a été ruinée par le gouvernement américain à cause de fausses allégations selon lesquelles ils avaient potentiellement des liens avec le gouvernement chinois. Au cours des quelques années où l'initiative Chine a été menée, ils n'ont trouvé aucun professeur ayant des liens avec le gouvernement chinois.
Pourtant, ils ont ruiné la vie de tous ces professeurs, rien qu'avec les allégations. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, beaucoup de ces professeurs ont dit, vous savez quoi? Je ne veux plus être dans cet environnement. Je vais retourner en Chine. Et vous pouvez consulter le South China Morning Post. Presque chaque semaine, il y a un professeur de haut niveau, que ce soit en mathématiques, en intelligence artificielle ou en biotechnologie, un chercheur de renommée mondiale de Princeton, Harvard ou Stanford, qui quitte l'Amérique après 30 ans et retourne en Chine. Donc c'est vraiment difficile pour l'Amérique. Je veux dire, c'est pas bon pour les États-Unis à long terme. Nous avons maintenant un projet de loi de la part de politiciens républicains qui disent vouloir interdire à tous les ressortissants chinois d'étudier aux États-Unis, ce qui est absolument absurde. Je ne pense pas que cela serait jamais adopté. Mais même en proposant ce projet de loi, vous savez, en disant que c'est une idée que j'ai, je pense que c'est très toxique, à mon avis. Mais je pense que lorsque nous revenons à la technologie, et dans cette course, vous savez par exemple, Donald Trump a lancé la guerre commerciale. Et à bien des égards, je pense que c'était en fait la meilleure chose qui soit arrivée à la Chine. Parce que, je vais vous donner un exemple précis lorsque nous regardons l'industrie des puces. Vous savez, Intel a vendu une quantité énorme de puces et de matériel à la Chine. À un moment donné, Intel tirait plus de revenus de la Chine que des États-Unis, ce qui est une donnée incroyable. Maintenant, tout d'un coup, Intel, un pilier du marché boursier américain et membre du S&P 500 depuis de nombreuses années, a fait face à un changement. Trump, puis Biden, ont dit, vous savez quoi? Nous ne voulons plus que vous vendiez à la Chine. Cette spectre was avenue. Eh bien, bon sang, nous tirons plus de revenus de la Chine que des États-Unis. Donc si vous voulez que nous coupions cette partie des revenus, eh bien, que pensez-vous qu'il va arriver à l'entreprise? Allez voir ce qui est arrivé à l'action d'Intel au cours des 18 derniers mois. C'est de loin le numéro 500. C'est l'action la moins performante du S&P 500. Elle a chuté, je pense, de 60% à 70% la dernière fois que j'ai regardé, au cours des 12 derniers mois environ. Et j'ai rencontré des employés d'Intel qui sont juste comme « c'est tellement triste ». Comme j'ai juste consacré ma carrière à cette entreprise, nous étions si grands. Et l'autre chose qu'ils ont manqué, c'est qu'ils ne se sont jamais engagés dans l'IA. Ils ont complètement raté le coche. Alors maintenant, ils ont raté le coche. Et donc, Intel est dans le pétrin. Je veux dire, ils n'ont aucun moyen d'avancer, et c'est vraiment l'ombre de l'entreprise américaine qu'elle était autrefois. Et encore une fois, vous savez, je pense que dans un cas, la Chine aurait été très heureuse d'être simplement le client numéro 1, n'est-ce pas? Si tout avait continué normalement, la Chine n'aurait jamais développé ces technologies, parce que pourquoi aurait-il besoin d'investir? Si vous fabriquez de superbes puces, je vais simplement les acheter chez vous. J'en achèterai autant que vous voulez. Autant que vous voulez m'en vendre, je continuerai à acheter, acheter et acheter. Et nous allons prendre ces puces et construire nos industries et faire notre truc. Oh, mais maintenant tu vas m'empêcher d'acheter? Eh bien maintenant tu sais, avec l'idée que je vais juste quoi? Me laisser faire et mourir. Je vais abandonner? Eh bien non. Donc si tu vas m'empêcher d'acheter, tu me pousses un peu dans un coin. Il ne reste qu'une chose à faire, et c'est que je vais commencer à innover. Et c'est exactement ce que tu as vu. Et encore une fois, je trouve très naïf que les gens disent, vous savez quoi? Nous allons sanctionner la Chine, nous allons couper la Chine. Et cela va les limiter. Ils sont pratiquement finis. Mais nous connaissons les Chinois. Ils sont très innovants. Il y a un terme en chinois appelé xiang, qui signifie penser, et banfa, qui signifie une solution. Et on entend beaucoup cela dans la culture chinoise, où vous savez quand les gens résolvent des problèmes et c'est juste comme
bon sang, il n'y a pas moyen de penser à ça, c'est comme, vous savez, nous devons penser à une solution. C'est le premier réflexe, c'est toujours penser à une solution. Et donc, vous avez un pays plein d'innovateurs, un pays plein de résolveurs de problèmes. Donc encore une fois, vous nous coupez de la technologie. Pas de problème. Allons rassembler autant d'ingénieurs que nécessaire et nous allons trouver comment faire. Et encore une fois, au fil des ans, nous avons vu percée après percée. Maintenant, la Chine est-elle au même niveau que les États-Unis? Non. La Chine est encore à la traîne, mais l'écart se réduit très très rapidement. Et vous voyez une croissance énorme. Encore une fois, Huawei, l'une des plus grandes et des plus prospères entreprises chinoises. Il fut un temps où ces sanctions ont vraiment nui aux affaires de Huawei. C'était une douleur à court terme. Ren Zhengfei, qui est le PDG et le fondateur, a fait un mémo à ses employés. Regardez, nous devons nous préparer à des temps très turbulents à venir. Ça ne va pas être facile. Nous allons devoir vraiment creuser profondément et nous allons devoir travailler encore plus dur pour surmonter. Et qu'ont-ils commencé à faire? Ils ont commencé à diversifier. Eh bien, au lieu que ce soit une grande industrie, allons ici, ici, ici et ici. Créons de nouvelles industries. Nous allons avoir essentiellement de nouvelles industries et de nouveaux modèles et de nouveaux logiciels et matériels que nous pouvons développer. Et puis tout d'un coup, en quelques années, ils ont lancé leur tout nouveau Huawei Mate 60, l'un des téléphones 5G les plus avancés, et tout cela 100% fabriqué en Chine. C'était absolument une énorme victoire. Et assez curieusement, c'était la secrétaire américaine au commerce, je pense Gina Raimondo, qui est effectivement arrivée à Pékin. Et c'était un timing parfait, et il ne faisait aucun doute que c'était définitivement fait exprès. Mais ensuite, Huawei a publié cette information, et c'était incroyable parce que tout d'un coup, Gina Raimondo, la secrétaire au commerce des États-Unis, venait d'arriver à Pékin. Et boum, au fait, voici notre tout nouveau téléphone 5G. C'est essentiellement un signal disant « Regardez, nous avons surmonté vos sanctions. Nous avons surmonté cela. Ne pariez pas contre nous. Nous allons être capables de le faire. » Donc vous savez, réponse très longue. Désolé de m'être un peu emporté, mais c'est juste très intéressant d'observer comment la Chine a pu progresser et apprendre de cela. Et encore une fois, à mon avis, je pense que les sanctions commerciales ont en fait rendu la Chine beaucoup plus forte. Je me souviens des sanctions contre Intel. Ils coupaient l'approvisionnement en semi-conducteurs parce que c'était leur client principal, leur plus grand client. Donc bien sûr, lorsque vous retirez tout cet argent d'Intel, cela signifie également beaucoup moins d'argent pour la recherche et le développement. Mais entre-temps, les Chinois ont pu développer leur autosuffisance. Et encore une fois, j'aimerais que nous apprenions de cela pour éviter de nous nuire. Car maintenant, il ne s'agit pas seulement de refuser la technologie, mais comme vous l'avez vu avec les Russes, nous pouvons prendre leur dette souveraine nationale. Aussi, avec la Chine, nous pouvons couper l'accès aux banques, couper l'accès aux voies maritimes, aux systèmes d'assurance. Je veux dire, c'est juste un système d'incitation à se découpler et à développer plus d'autosuffisance. Et je pense aussi que les États-Unis s'apprêtent leur rôle central dans l'économie internationale en agissant ainsi. Je pense qu'une partie du problème réside souvent dans l'hypothèse que nous entrons dans une nouvelle guerre froide et, que la Chine est comme la nouvelle Union soviétique. Mais je pense que cela contribue également à cette idée fausse que la Chine est extrêmement centralisée, alors que son économie est très décentralisée. La compétitivité entre les différentes régions et entreprises y est assez profonde. Mais je suppose qu'un élément clé de la compétitivité est aussi la chaîne d'approvisionnement que les Chinois maîtrisent, je suppose, depuis le traitement minier.
comment voyez-vous cela comme étant vital dans la compétitivité entre la Chine et les États-Unis? Idéalement, cela deviendrait un jour une coopération. Oui, je veux dire, tu sais, Glenn, j'ai deux choses que je veux mentionner à ce sujet, ce qui est vraiment fascinant. En juin 2023, je me suis envolé pour Shanghai pour rencontrer un entrepreneur norvégien qui vit près de Wuxi. Il a une usine là-bas. Et c'est en fait une usine textile. C'est une histoire très intéressante parce qu'il a une co-entreprise avec un Chinois local. Il possède l'usine à 50-50. Mais cet entrepreneur norvégien voyage en Chine et est dans l'industrie textile depuis de nombreuses années. Ce qui est si fascinant, c'est que je suis allé là-bas exprès pour enregistrer une vidéo présentant cette usine au monde. C'est l'une des vidéos dont je suis le plus fier sur cette chaîne YouTube, parce qu'elle donne un aperçu si intéressant des usines chinoises et de l'avantage concurrentiel qu'il y a à fabriquer en Chine. Ce que j'ai découvert en me rendant dans cette petite ville près de Wuxi, c'est que non seulement c'est le cœur de toutes les industries textiles, mais par exemple, ils ont une usine qui fabrique des vêtements. Eh bien, chaque élément de cette industrie textile se trouve dans un rayon de 20 miles. Donc, par exemple, si vous avez besoin de boutons, il y a l'usine de boutons. Fermeture éclair, fil, coton, les teintures pour faire les différentes couleurs, toutes les coutures nécessaires pour ajouter les logos et des choses comme ça. Même les machines construites pour fabriquer les textiles, les usines qui fabriquent ces machines se trouvent également dans cette région. Donc en gros, chaque élément de cette économie nécessaire à cette chaîne d'approvisionnement existe dans une très petite zone. Et c'est différent de tout ce que j'ai jamais vu auparavant. Vous savez, typiquement aux États-Unis, par exemple, vous pourriez avoir votre usine dans l'État de Floride. Mais vous savez quoi? J'ai besoin de commander des fermetures éclairs d'ici, et ensuite des boutons de là-bas. Je dois externaliser d'ici. C'est un peu dispersé partout. Et c'est quelque chose de très intéressant que j'ai observé. En Chine, ils sont très bons pour consolider et s'assurer que toutes ces usines sont à un seul endroit. C'est pourquoi, par exemple, pour son usine, parce qu'il est dans l'industrie textile, comme vous pouvez l'imaginer, chaque propriétaire d'usine connaît chaque autre propriétaire d'usine, et ils travaillent tous ensemble. Et encore une fois, s'ils ont besoin de boutons ou de fils, j'ai demandé à Tommy, c'est son nom, j'ai dit « Oh, et si vous vouliez fabriquer des chapeaux ?» Eh bien, en fait, il y a les meilleurs fabricants de chapeaux juste en bas de la route. Donc, nous le connaissons. Nous ne fabriquons pas de chapeaux. Nous externalisons simplement chez lui et nous pouvons le faire. Mais c'est un service que nous offrons. C'est donc cet écosystème qui est vraiment incroyable. Et c'est différent de tout ce que j'ai vu ailleurs dans le monde. C'est le premier point que je voulais vraiment aborder. Cet écosystème stimule vraiment l'innovation en Chine. Et j'ai oublié mon deuxième point que je voulais faire. Mais le premier point était simplement à quel point ces industries sont avancées, en particulier dans le domaine de la fabrication. Oui. Vous voyez cela, je pense, dans l'industrie technologique également. Encore une fois, en formant ces pôles, presque où ils s'inspirent mutuellement de leurs idées. Parce qu'une fois qu'il y a un effet très monopolistique, cela tend à stopper l'innovation. En fait, je viens de me souvenir de mon deuxième point. Vous l'avez déclenché dans ma tête ici. L'autre chose intéressante est que lorsque nous regardons, par exemple, les véhicules électriques, nous allons revenir à cet exemple, car c'est très fascinant. La rivalité la plus intense au sein de l'industrie des véhicules électriques se trouve en fait dans le pays de la Chine. Pékin est en compétition avec Shanghai, qui est en compétition avec Guangzhou, qui est en compétition avec Shenzhen. Ce que vous voyez, c'est une économie domestique
très affamée et agressive à l'intérieur de la Chine, qui est très impitoyable. Par exemple, il pourrait y avoir 100 nouvelles entreprises de véhicules électriques créées en Chine. There might be 100 new EV companies that are started in China. Well, the vast majority of them will fail because they don't. Eh bien, la grande majorité d'entre elles échoueront parce qu'elles ne sont pas capables de survivre. La concurrence sur le marché intérieur en Chine est si intense que seuls les meilleurs peuvent survivre. Ainsi, sur 100 entreprises de véhicules électriques qui sont lancées, 90 échouent. Mais en conséquence, les 10 qui survivent sont aguerries. Elles sont aguerries, et non seulement elles ont pu survivre à cette concurrence intérieure intense, mais elles ont affiné leur technologie et elles sont si avancées qu'il leur est désormais très facile de s'exporter à l'étranger. Parce que si vous êtes capable de survivre en Chine, vous pouvez facilement exporter et vendre dans le monde entier. Cela ne sera pas un problème pour vous. You can easily export and you can sell around the world. That's not going to be a problem for you. But again, this is how, why like a BYD. Mais encore une fois, c'est pourquoi BYD a connu un tel succès. Ils ont atteint le sommet et en cours de route, ils ont vraiment dû se battre contre toutes les autres entreprises de véhicules électriques. Mais maintenant qu'ils sont au sommet, il leur est très facile de parcourir le monde et de commencer à exporter en disant « Regardez, nous allons aller en Amérique du Sud ». Où vous voyez une quantité énorme de sites et d'influence de BYD dans la région. Et c'est parce qu'ils ont déjà un excellent produit. Ils ont affiné cette technologie. C'est donc quelque chose que nous voyons également se traduire dans d'autres industries, par exemple comme l'IA. L'IA connaît une rivalité très intense au niveau national. Et encore une fois, c'est ce qui stimule cette innovation de manière très très forte en Chine. Spurs this innovation very, very much in China. Eh bien, Cyrus, merci beaucoup pour votre temps. Pour ceux qui écoutent, comment peut-on vous trouver? How can people find you? Yeah, so the easiest is just to follow my YouTube channel. Oui, donc le plus simple est de suivre ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Cyrus Jansen et vous pourrez me trouver. Alors suivez-moi sur YouTube. Nous avons également une newsletter sur Substack. Je sais, Glenn, que vous avez un merveilleux Substack et je suis un grand fan de votre travail. Je veux juste vous remercier d'être venu sur ma chaîne également. J'apprécie toujours nos discussions et d'apprendre de votre point de vue. Alors merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Super. Merci encore. Avec plaisir. Great. Thanks again. My pleasure.